En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour les amis et bienvenue dans ce hors-série du quart d'heure américain consacré au film The Nightingale, film australien de Jennifer Kent, disponible en France en VOD. Vous pouvez le trouver sur Google Play, Amazon Prime Video. Et pour vous parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu et de Loris. Bonjour les garçons. Bonjour. Ça va être un gimmick en fait. Je sais pas. Ouais, peut-être. Ça va devenir un gimmick. Non, mais écoute, on te laissera la surprise. Voilà, D'accord. exactement. C'est Alors, un jeu de regard entre nous. Comment ça va? Bah, bien et toi, malgré ce film extrêmement éprouvant, Mm. ça va bien. Ouais, c'est vrai que Oui, tu m'avais prévenu. J'avais prévenu en amont, j'avais dit attention, le film sera costaud. Ouais. Ouais. Et la première demi-heure en fait. Moi, je sais que oui, quand t'as les images chocs. fin de la première demi-heure, je me souviens j'ai mis pause. Je me suis dit, ok, je transpire là. Oui, je transpire. Est-ce que je continue vraiment? Je me suis dit bon, allez, mais ça m'étonnerait pas que des gens aient abandonné après la première demi-heure, hein, par exemple. On pourra dire pourquoi, on va expliquer, etc. Mais Le film avait été présenté au Festival de Venise et donc je crois que c'était déjà il y a 3 ans, en 2018, et ça avait été la réception avait été assez compliquée parce que bon. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié le film, mais beaucoup de gens, effectivement, qui ont été extrêmement choqués. À cause des images. À cause de certaines séquences. Alors, il faut se dire, si vous le voyez une deuxième fois, vous vous rendez compte qu'il y a un petit effet qu'on a pu percevoir aussi, comme dans Massacre à la tronçonneuse, où notre imagination retravaille le film et s'imagine des images et des plans qu'il n'a pas vus. c'est vrai. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont hors champ. Alors, ça n'enlève pas la violence des séquences, mais il y a pas ce qu'on peut s'imaginer. Alors, Et c'est là où c'est très subtil, je trouve. c'est là où mise c'est en effectivement scène. c'est très subtil. Alors, on va recontextualiser. Ouais. On est dans un film en costume, mais on est en même temps aussi dans ce qu'on appelle le revenge movie. C'est le rape and revenge Ouais, movie. Rape and revenge. Je connaissais pas le terme en fait. Moi, je pensais juste revenge movie, mais je connaissais pas le rape and revenge. Et en fait, il y en a eu plein d'autres. Pléthore. Expliqué. Revenge, je comprends. Rape, c'est le viol, quoi. Ah Donc, oui, ok, parce que, merci. Ouais. Effectivement, la scène, Ok. très chaude, ça part aussi de elle qui se fait violer par ses soldats, puisque l'histoire, on raconte. Mathieu, tu veux peut-être. Alors, bon, ça se passe. Déjà, il y a un contexte un peu historique. Ça se passe au début du 19e siècle. On est en 1825. Ça se déroule en Tasmanie, donc région d'Australie, donc au sud de l'Australie. C'est pendant ce qu'ils appellent la guerre noire, où il y a des milliers d'aborigènes qui ont été massacrés. Certains réduits à l'esclavage, mais beaucoup massacrés. On estime que pendant 30 ans, 90% de la population aborigène a disparu. Ouais, un massacre. C'est un holocauste. Hein. Ouais, donc c'est l'Angleterre qui arrive pour coloniser l'Australie et qui massacre tout sur son passage. Hein. C'est ça. Et ce qu'ils ont fait aussi pendant cette période-là, c'est que des gens qui donc sur le continent, en Grande-Bretagne, qui ont pu commettre des crimes, que ce soit des meurtres ou même simplement du chapardage de pain ou de quoi que ce soit pour se nourrir, pouvaient se retrouver en Tasmanie comme des forçats, prisonniers. Et c'est le cas de Claire qu'on va suivre, qui elle. Pardon ? Non, exact, qui devient le guide de... C'est ça, c'est elle qu'on va suivre, qui va nous accompagner dans cette triste et éprouvante aventure. Jouée par Eileen Franciosi. Ah, tu l'as bien prononcé. Super actrice que je connaissais pas aussi d'ailleurs. Bah ouais, moi non plus. Elle est jouée dans un Shake and Loach, mais je me souvenais pas d'elle. Dans Game of Thrones aussi. Ah ouais. J'avoue, je m'en souvenais pas non plus. Ouais, pareil. Et elle est extraordinaire cette actrice. Ouais. Et donc du coup, on la suit elle, qui est effectivement qui est prisonnière en tant que forçat, parce qu'elle avait effectivement elle a commis, on apprendra ça par la suite, du chapartage, des vols quand elle était en Angleterre. Elle est d'origine irlandaise. Ouais. Et elle va se retrouver donc prisonnière sur cette île où elle va rencontrer un homme, elle va avoir un enfant avec lui, et elle est prisonnière et elle est sous la propriété, c'est ça le terme en fait, elle est sous la propriété d'un officier britannique qui se trouve sur cette île-là, et elle est à la fin, on va dire, de sa période de réclusion, puisqu'elle attend de sa part qui signe les papiers pour lui donner sa liberté. C'est ça, tout à fait. D'après elle a déjà purgé entre guillemets sa peine, elle a fait ce qu'il faut pour devenir libre entre guillemets. Et donc il y a ce lieutenant là qui est joué par donc c'est Sam Claflin, c'est ça. que je connais non plus pas trop. Alors là, lui c'est l'ersatz de Chris Evans. Ouais, il y a un peu de ça. Très rapide parenthèse, après je te laisse poursuivre. C'est un très bon choix de casting parce que ce monsieur, on l'avait vu dans Pirates des Caraïbes, mais il est surtout connu pour faire des comédies romantiques. Ah, c'est le beau gosse par excellence, c'est le mec super gentil.
Et là, il est bon, l'enfoiré. il est super bon. Oh là là. Je pense qu'il est rentré dans le top 10 des crapules du cinéma. Hein. Exact. C'est horrible. Ouais, parce que pour le coup, son rôle, c'est d'être un lieutenant complètement, cinglé. Il est vraiment perfide, quoi, hein, comme la perfide Albion. C'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. Il est ultra perfide, et donc lui, son principal objectif, c'est de monter en grade dans l'armée anglaise. Et pour ça, il va faire toutes les saloperies possibles et imaginables. Et donc, il tient un petit groupement de soldats. Et il a pour mission, justement, de tenir une région de la Tasmanie. Mission qu'il fait bien, puisqu'il massacre tout sur son passage. Et donc, lui, il s'éprend un peu de cette fille, cette Clare, en même temps, qui fait chanter un peu pour elle. C'est un peu son petit rossignol, c'est ça, hein, qui garde de temps en temps, qui viole aussi, pour le coup. Donc c'est vraiment en fait son jouet, quoi. Et il veut pas la laisser partir. Il la tient, et peu importe elle, ses revendications, parce qu'elle a quand même, comme tu dis, a réussi à se marier. Elle a un petit bébé, donc elle, sa vie, elle commence à revivre, en fait, entre guillemets. Hein, elle commence à repartir. Elle attend juste la liberté pour recommencer sa vie. Ce qui est marrant, non, c'est pas le terme. Ils attendent tous les deux une recommandation. Elle attend une recommandation de sa part pour être libérée, et lui attend une recommandation pour être nommé capitaine. Ouais. Ce qu'il n'obtiendra pas, parce qu'il y a un officier qui va venir dans leur garnison pour voir comment ça se déroule, et ça se déroule mal parce que la plupart des soldats de cette garnison sont sous. Ils sont tous alcoolisés. En fait, leur quotidien, c'est soit de tuer, soit de boire. C'est ça. Donc, alors après, ce qui est intéressant, c'est que on peut aussi se poser la question de, voilà, ces gens-là boivent, mais pour quelle raison? Parce que aussi c'est à cause de l'ennui, c'est parce que aussi les actes qu'ils commettent sont quand même terribles, hein, ouais. Terrifiants. Et une jeune femme comme elle, c'est une proie. Ah oui, mais c'est surtout là le rayon de lumière qui arrive dans leur quotidien complètement dévasté, quoi. Il faut se dire qu'ils avaient donc fait venir des jeunes femmes sur cette île. C'était pour équilibrer, en fait, on va dire, la population. Il y a 8 fois moins de femmes qu'il n'y avait d'hommes sur cette île. Donc elles étaient là, pour faire le ménage, pour faire des tâches en fait qui leur ménagèrent, mais elles étaient aussi sujets en fait au désir de tous ces hommes. La séquence d'introduction, je la trouve exceptionnelle parce que elle caractérise tout de suite le personnage et la situation, le lieu où on se trouve. Elle chemine donc sur un chemin avec son bébé dans les bras. Exact. Elle chante et on voit qu'elle a un couteau dans la main. Toute la topographie, le paysage, tout est hostile autour d'elle. Parce que ça nous explique que la menace peut survenir de partout, puisque pour elle, ce qu'on verra par la suite, l'homme noir est également une menace. Bah oui, puisqu'il se défend et ils assassinent aussi les blancs à vue, du coup ils se défendent. C'est ça, exactement. Et c'est là où le film est intelligent, c'est que au lieu de la décrire elle comme la victime, ce qu'elle est forcément, et il la montre aussi avec certaines aspérités. Elle est raciste, comme l'étaient tous les blancs et toutes les femmes à cette époque-là sur cette île. Donc on verra par la suite que quand elle aura subi donc ce viol et laissée pour morte dans une séquence, alors je sais pas si on explique en détail la séquence. Très rapidement, du coup c'est justement son mari à elle qui essaye de se défendre un peu et d'aller chez le lieutenant pour lui expliquer que c'est bon maintenant, libère-nous, on en a marre, donne-lui ton papier là et qu'on puisse se casser, quoi. Voilà. Et son mari, forcément, c'est un homme qui défend sa femme et son enfant, donc à un moment il boit aussi un coup et puis il est bourré et puis il va voir ce lieutenant et du coup il essaie de le tabasser, il s'agresse un petit peu, etc. Et en représailles, le lieutenant va venir donc dans leur maison. On passe les détails. En gros, il va tuer le mari. Ils vont tuer le bébé et ils vont la laisser, comme tu as dit, ils vont la violer devant son mari et ils vont la laisser pour morte. Donc ça c'est à la fin de la première demi-heure. Et là, quand vous avez passé cette séquence-là, déjà comme tu disais, tu transpires et tu te dis si si par la suite c'est du même acabit, est-ce que je vais tenir pendant 2 heures? Heureusement, comment dire. Alors je vais pas dire ça s'allège entre guillemets, mais moi je trouve que c'est exceptionnel, c'est l'image qu'on a de cette relation entre Billy et elle. Comment est-ce que cette relation va évoluer? Alors, faut expliquer qui est Billy. Voilà. Donc Billy, c'est un indigène qui, en fait, va la rencontrer et va être, recruté son guide pour l'aider à traverser le bush. Exactement, pour rejoindre la ville de Lowston, qui est en fait la ville où va le capitaine, le meurtrier, l'officier pour devenir capitaine, le lieutenant. Ouais. Et du coup, en fait, elle part en revanche, en vendetta. Elle y va, c'est pour essayer de
faire justice entre guillemets. Et du coup, elle a besoin d'un guide. Elle va demander à Billy, cet indigène, de le guider à travers le bush, parce que sinon, sans indigène, dans la nature, t'es mort. Quoi. Bon, Ça, lui, il est forcé de le faire parce qu'il est sous la menace d'une arme. Au Oui, départ, alors elle va le payer. Elle va le payer. elle le paye un petit peu, 1 shilling, je crois. Ouais. Deux. Deux. Alors, Deux. premièrement, un, puis à Il y l'arrivée, a eu il est censé lui il y a eu donner une un- négoce. Voilà. Puis, Il avait refusé en fait de donner son aide aux militaires, puisque les militaires étaient déjà venus le voir précédemment. Il avait refusé. Là, effectivement, il va l'accompagner. Mais au début, ce qui est là où c'est intelligent, comme on disait, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas un buddy movie. Ah ouais, non. On n'est pas dans une relation tout de suite très fraternelle. Non, pas Mm. du tout, parce que elle se méfie de lui, comme on disait, parce que il est noir, et lui, il se méfie d'elle parce qu'elle est blanche. Mhm. Et tout le monde, il y a une détestation en fait Mutuelle. mutuelle. Bah, bien sûr, ouais. Et toute leur traversée se présentera en fait cette détestation, non pas que des deux protagonistes, mais de l'environnement Mhm. dans lequel ils habitent et ils vivent. Et c'est véritablement terrifiant. Ils vont se rapprocher petit à petit quand même, puisqu'ils vont vivre des choses ensemble, etc. Et ça, tu le vois les nuits, c'est ça qui est drôle. Petit à petit, elle se rapproche de lui les nuits. Elle, C'est ça, elle bouge Pour son dormir, lit et pour tout. dormir. Ouais. Au début, tu vois qu'elle a pas du tout confiance, elle est très loin, et à la fin, la dernière nuit, elle est à côté de lui, elle lui tient la main, quoi. Ouais. Mais il y aura jamais, c'est vrai ce que tu dis, il y aura jamais le côté hollywoodien, c'est l'embrassade. Ah ou- ouais, non. je comprends maintenant tout ce que tu vis, tout ce que tu as vécu, et puis réciproquement, puis voilà, et toi et moi maintenant on s'aidera jusqu'à la mort. Il y aura pas ça. Effectivement, il y aura un rapprochement qui sera pas parce que l'aventure Violence. et la violence en fait qu'ils subissent vont les rapprocher, mais il y a pas ce côté grandiloquent qu'on pourrait trouver dans les films hollywoodiens. Non, c'est très subtil. Moi, comme on l'a dit au début, je trouve la mise en scène aussi, tout est très suggéré, mais c'est aussi fin. C'est le niveau d'acting est assez merveilleux, quoi. Ah ouais. Même Billy, justement, il est super. Hein. Un premier rôle. Premier, ouais. Donc le type en fait à la base c'est un danseur qu'ils ont recruté. En fait, je crois qu'il a répondu à une annonce sur Facebook, un truc comme ça. Ah Bref, ouais. le mec c'est pas un comédien. Il est génial. Hein. Enfin, tout le casting est top. Il y a aussi, alors je l'avais pas reconnu. Hein. Il y a Damon Herriman. Alors c'est lui, donc c'est le personnage de Ruse. C'est aussi un des officiers qui jouait Charles Manson, Oui, mais il joue aussi dans Le Serpent, série Netflix qui vient de sortir. que j'ai toujours pas vu. Ouais, Ouais. il joue dedans. Et qui est très bon. Ouais, il jouait Charles Manson aussi bien chez Tarantino C'est vrai. que dans la série Mindhunter. Ouais, il est bon aussi. C'est un salopard aussi, un peu désabusé, un peu perdu, simplet. C'est un peu le mec qui est utilisé par le lieutenant pour faire la sale besogne. Ouais, Tu mais sens qu'il est déchiré. Mais c'est quand même un salopard. c'est un gros, si c'est quand même un salopard parce que effectivement, je comprends ce que tu dis parce que souvent je me posais la question pourquoi il fait ça. Et à un moment donné, il enlève quand même une aborigène aussi pour en faire son esclave Alors qu'il pourrait la sexuel. laisser, hein. Il pourrait être parfaitement la laisser. Bien sûr. Ça aussi, ces séquences, elles sont terribles. Ah ouais, elles ouais. sont vraiment. Surtout, il y a toujours des enfants, en fait. ouais, ça, c'est ouais, terrible. ouais. Ah, dur. Hein. Franchement, quand t'es parent, tu vois des enfants mourir ou des enfants délaissés ou des trucs comme ça. Moi, je sais que depuis que je suis parent, depuis récemment, c'est des trucs qui me touchent beaucoup plus au cinéma. Et justement, les scènes comme ça, je comprends que c'est dur à voir. Ah, quoi. ouais. Mais après, là où je trouve le film quand même plutôt intelligent, c'est que, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait du hors-champ, il est jamais trop complaisant non plus dans sa violence. Et il n'y a pas une esthétisation de la violence. Souvent, j'ai lu en fait, parce que je savais pas, les rape and revenge movies, c'est souvent très gore. Enfin, c'est axé souvent sur le gore, sur des scènes très choquantes, Ah oui. très crues, filmées proches, tu vois, vraiment Mhm. mettre une grande claque dans la gueule aux téléspectateurs. Et là, Le Rape and Revenge, vraiment le film matriciel que je conseille, c'est La Source de Bergman. il y a aussi le film avec Monica Bellucci, non? Alors il y a Irréversible. Irréversible, Et vraiment ouais. le film matriciel qui a lancé un petit peu cette vague de Rape and Revenge, c'est La Source de Bergman, qui est un film vraiment magnifique. Mhm. Après, à partir des années 70, putain, on en a eu pléthore, mais d'une violence et d'une crudité terrible. Il y a A Spit on Your Grave, qui est terrifiant. Ah oui. La dernière maison sur la gauche, qui est Je vous conseille, de Wes Craven, qui est terrible. Comment s'appelle ce film japonais, Lady Vengeance? Est-ce que c'est un... Alors, il y a le Lady Vengeance, ça c'est de Park Chan-wook, le film coréen, mais il y a aussi effectivement toute une saga. Alors, punaise, maintenant le nom m'échappe. mais- carte, quand ils se baladent, tu sais, avec leur Oui, leur chariot. J'ai oublié ce nom, mince. ouais, je sais plus, mais c'est vrai qu'il y a toute une saga de films japonais qui traite de ça. Mais eux, à la différence du film là, de The Nightingale, ces films-là généralement sont extrêmement complaisants dans la violence. Et c'est aussi, à mon sens, c'est un petit peu le prétexte pour montrer des jeunes filles un peu dénudées aussi. Okay, ouais. Et ça, il y a un côté
parfois très graveleux et limite. Mais on est véritablement dans le film d'exploitation, ce qui est pas le cas ici. Mais tout ça, t'as pas dans ce film-là, quoi. Non, et t'as aussi, aucune scène de sexe. Alors, tu imagines, enfin, tu vois oui, c'est la pas violence, suggéré, tu quoi. vois c'est suggéré là, et c'est vraiment bien fait. Mais il faut préciser aussi que c'est réalisé par Jennifer Kent, qui est une femme, déjà, il faut le dire. Hein, déjà. Et puis, qui avait réalisé donc Mystère, c'est Babadook, je crois. Ouais. Alors Mr Babadook, c'est un film d'épouvante avec une jeune femme et puis son Moi, enfant. Moi, je l'avais vu au cinéma. J'étais très déçu. Il faudrait que je le revoie hein, parce que maintenant, à l'aune du film qu'on vient de voir, ça me donne envie de voir de revoir son film précédent. J'avais été un peu déçu. Mais là où elle était aussi très intelligente dans sa mise en scène, c'est vous l'avez remarqué, elle a choisi un ratio de cadre particulier. Oui. Qui est donc 4 tiers, hein. Non? Alors, c'est pas 4 tiers? Alors, je vais pas rentrer dans les termes techniques parce que j'ai peur de dire des bêtises. Le 4 tiers, clairement, c'est du 1,33. Ouais. Là, c'est du 1,37. C'est ce qui a, en fait, le 1,37 a pris la suite du 1,33, je crois dans les années 40-50. Il y a peu de films qui utilisent ce format-là. Elle explique son choix? Mais, en fait, je vous avais parlé très récemment d'un de mes coups de cœur qui est Requiem pour un massacre de L.M. Klimov, qui utilise le même ratio de cadre. Parce que c'est un ratio qui permet d'être très proche des visages et de filmer au plus près, tu vois, les visages des comédiens. Et donc, par exemple, pour la séquence de viol, où il y a quand même, même si elle est très très dure, les scènes, l'acte qui est un peu en hors champ, malgré tout, du coup, le champ se positionne sur les visages des personnages. Et c'est ce qui donne, en fait, toute la violence et tout le désespoir et l'intensité, c'est dans les visages de ces personnages-là. Et dans Requiem pour un massacre, que je vous avais conseillé, que je reconseille à nouveau, c'est à peu près la même chose. D'accord. Okay. C'est vrai que ce côté grand plan sur les visages, on l'a tout le temps dans le film. Et c'est vrai que ça m'a marqué dans la scène justement du viol où il y a des gros plans sur les sous-fifres du lieutenant et ils sont dégoûtés. Ouais. Ils sont vraiment dégoûtés. Ils sont obligés d'assister. C'est là aussi que tu vois ils sont dégoûtés et pourtant il y en a un qui va y participer. Oui, mais tu vois, c'est ce côté. Oui, mais par la pression qu'on lui met, que comment il s'appelle Ruse. Ouais. Oui, et puis il y a l'autre surtout, celui qui tue le bébé, on n'en parle pas, mais alors, lui il est dévasté. Ouais, Yago, celui qui tue l'enfant, lui effectivement, il va porter cette culpabilité pendant tout le reste du film, et pour lui, on sent que c'est effectivement très dur. Il ne sait même pas ce qu'il fout là. Ruse, il est plus complexe que ça. C'est le personnage gris entre guillemets. Ouais. Vraiment étiré. Parce que, comme on disait tout à l'heure, donc il va quand même enlever une aborigène pour en faire son esclave sexuel. Là, il participe au viol. Et en même temps, des fois, il a des moments, en fait, j'allais dire d'humanité, c'est un peu, oui. Parce que malgré tout, ça reste aussi un humain. C'est ce qui est le plus terrifiant, c'est que ce sont des humains. C'est comme l'officier. Lui, c'est terrible ce que je veux dire, mais des fois, la manière dont il agit et qui sont, terrifiants. On parle quand même de meurtre, de viol, de choses terrifiantes. Tu te dis, il tue un enfant aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il tue un enfant et tu dis pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il est vraiment mauvais? Forcément, il est mauvais quand tu commets des actes pareils. Tu es forcément mauvais. Mais pour lui, c'est toujours comme si derrière il y avait un intérêt. Il fait jamais les choses en fait gratuitement. Là, quel était l'intérêt pour lui de tuer ce le petit garçon qu'il avait pris sous son aile en plus à un moment donné? C'était pour détourner l'attention. Parce que sinon, quand il tue le garçon, il tue le garçon, c'est parce qu'il fait du bruit. Ah, pardon, oui. Le petit garçon. Alors tu parles duquel? Toi, tu parles le du petit garçon à la fin. À la fin, ouais. Ah, à la fin. Parce qu'en fait, je pense que c'est la déception. C'est la déception. Mais lui, en fait, tout le film, ses sentiments sont régis par la déception et la frustration. C'est aussi la raison pour laquelle, en fait, il en veut à Claire, à son mari, parce que l'officier qui est venu le voir et à qui il demande en fait cette lettre de recommandation lui dit s'il est même pas capable de tenir ces forces là, il est pas capable de tenir une énorme garnison. Donc il en veut. Il est toujours dans cette frustration. Il est frustré d'être là depuis 3 ans et qu'il est censé être là depuis qu'un an. Enfin, il y a que ça qui l'anime. Mais il y a une scène qui est vachement cool, justement entre Claire et Billy. Mathieu. Entre Claire et Billy, merci Mathieu, c'est super. Très clair. C'est quand elle lui demande mais est-ce que vous avez chez vous des gens mauvais? C'est ça qui est intéressant. Et lui, il répond, oui, chez nous aussi, il y a des gens mauvais. Et elle lui demande, mais qu'est-ce que vous en faiêtes? Et là, lui, il dit, on les amène chez le grand chef pour avoir une discussion, pour expliquer, pour comprendre pourquoi ils sont mauvais, comment les remettre dans le droit chemin. Et elle demande, mais qu'est-ce que vous faites si ça marche pas? C'est le cas pour le lieutenant. Et lui dit, on les tue. Et je trouve que c'est une scène vachement puissante qui montre aussi, c'est le côté noir ou blanc chez eux, c'est-à-dire soit tu es bon, tu peux persister dans le clan avec nous dans la vie, etc. et en faire des belles personnes entre guillemets, soit tu meurs.
Alors que justement le personnage du lieutenant, lui, il est très, tu sens qu'il a une toute puissance et on peut rien y faire. Et elle se sent complètement impuissante. C'est pour ça que c'est justement Billy qui va le tuer à la fin, parce que personne d'autre ne bouge, malgré la scène où elle entre et elle lui met la honte. Elle l'humilie, et ça c'est une scène assez forte devant aussi, tous les officiers. Là, elle le surpasse. Moi, ce sera mon seul bémol, en fait. Cette scène-là. Moi, il y a une scène par contre que je trouve exceptionnelle, qui est plus tôt en fait dans le film. C'est quand elle a l'opportunité, la possibilité de tuer son agresseur et qu'elle est tétanisée et qu'elle ne le fait pas. Ouais. Alors nous, en tant que spectateur, ça peut être... Avec le fusil, Ouais, tu veux dire, ouais. pour nous, en tant que spectateur, ça peut être extrêmement frustrant. On se dit, mais vas-y, tu as la possibilité. Mais là où je trouve c'est extrêmement intelligent, c'est que ça nous rappelle que c'est une victime. Et la victime, quand elle est face à son bourreau, très souvent, elle peut être effectivement tétanisée, apeurée. Même si elle est animée, tu vois, par la colère et la vengeance, au moins il est devant elle, elle ne peut pas agir. Et ça, je trouvais ça extrêmement juste. C'est souvent des quand tu lis des témoignages, tu entends des témoignages de victimes de viol ou genre d'agression, c'est souvent ce qui ressort, c'est quand tu te retrouves face à cette personne-là, même si pendant des années tu mûris ta haine, ta violence, quand tu te retrouves face à elle, tu ne sais plus comment, tu ne sais pas comment agir, tu es tétanisé. C'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça très très juste et extrêmement poignant. Ouais. Et cette scène, donc du coup, où elle humilie où elle essaye d'humilier le lieutenant. C'est le lieutenant. Ouais. Alors, c'est de bémol pour toi, c'est ça? ouais, Pourquoi? On dit toujours que dans le cinéma, on parle souvent en termes galvaudés de chef-d'œuvre. Ce film-là, pour moi, n'en est pas un, mais s'en rapproche. C'est vrai. Et c'est la fin du film, en fait, qui, moi, fait que, voilà, alors tu vas me dire, oui, c'est anecdotique, mais pendant tout le film, il y a plusieurs choses. Pendant tout le film, on nous fait comprendre que les aborigènes, s'ils se retrouvent face à des blancs, ils peuvent très facilement se faire tuer. Voilà, on tue des aborigènes qu'on peut aller cueillir des champignons. Ils se retrouvent dans cette ville, comment elle s'appelle? Lawston. Et ils sont en plein jour. Il y a des blancs partout, des officiers militaires partout. Lui, Billy, est juste caché entre deux murs. Oui, j'y ai pensé à ça. Et il survit. Je veux dire, ça pourrait sembler anecdotique, mais pendant tout le film, tu as cette pression et cette peur pour eux et pour lui, parce qu'à un moment donné, avant d'arriver dans ce patelin, elle doit le prendre en joue avec son fusil pour faire croire qu'elle c'est son prisonnier et qu'elle va l'abattre plus tard. Et là, dans cette ville, il est à la vue de tous, parce qu'il est caché entre deux murs, il risque l'impasse est pas très profonde. Eh oui, il risque de se faire choper. Ah ouais. Et là, du coup, pour moi, cette pression, elle retombe. Quand elle se retrouve effectivement à se lancer dans sa diatribe contre l'officier dans le mess, dans le... C'est une sorte de... Oui, c'est un mess, ouais. Oui, c'est un petit restaurant. C'est le mess des officiers où tu as tous ces gradés, et puis elle le prend à partie, et elle se lâche dans cette diatribe en lui disant que c'est un minable, blablabla. Elle n'est pas interrompue. Il faut rappeler sa condition. C'est clair. La condition de cette jeune femme, c'est vrai, ouais. C'est une forçat, c'est une femme, n'importe quel officier, lui le premier, il pourrait très bien se lever, lui mettre une claque, la foutre dehors. Personne ne s'en offusquerait. Il la laisse parler. À un moment donné, il interpelle juste quelqu'un. S'il vous plaît, faites-la sortir. Personne ne bouge. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est terrible parce que tu as raison, Mike. La diatribe est très belle. Elle pourrait être très poignante. Elle est un peu, ouais. Mais moi, elle m'a fait. Ça te sort un peu du film, quoi. Un petit ouais, peu, tout l'aspect un peu réaliste et très anxiogène et très douloureux. Bah, en fait, je trouve se délite un petit peu avec ces deux moments-là. C'est dommage. Tu vas me dire, voilà, bon, c'est pas grand-chose sur l'ensemble du film. Mais voilà, sachant que c'est un petit gratin trop brûlé quoi sur le dessus quoi. Juste, mais sachant que tout le reste est tellement juste en fait, c'est vrai. C'est tellement vrai, tellement subtil, tellement juste, t'as rien à redire en fait. Que là, c'est vrai que ça redescend un petit peu. C'est un peu dommage, mais après, bon, ça reste un excellent film. Ça reste un bon film. Oui, c'est pas encore... Je pense que quand tout à l'heure on parlait de chef-d'œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais ça, peut-être, ça le deviendra. Ah oui. Parce que c'est aussi la perception du spectateur qui fera que ce film-là pourrait devenir un chef-d'œuvre dans les années à venir. Et on parlait aussi du côté intéressant de ce film qui montrait aussi à nous, Français, Européens, l'histoire de ce pays-là, de ces aborigènes qu'on ne connaît pas et surtout qu'on n'apprend pas à l'école, quoi. Enfin, je veux dire, ou très peu. Bah, tout ce qu'on parlait de donc la guerre noire et puis Tasmanie, enfin, on très peu abordé en fait. Et puis tu sais, même le paysage, parce que très souvent quand on parle, pas forcément on va dire de l'Australie en général, on parle de quoi, de l'outback. Ouais, tu vois le désert quoi. Cette terre aride, ce désert, on pense forcément Mad Max, on pense à Waking Fright, tous ces films là. Bah là, on est vraiment dans le bush en fait. Dans le bush, le buisson quoi. Ah ouais, c'est ça, cette végétation luxuriante, exactement. Et puis très venteux ce climat, enfin pluvieux, humide, dangereuse parce qu'ils ont besoin d'un guide pour se repérer. Ouais.
Pour se nourrir, pour se nourrir. pour se protéger des bêtes que tu entends la nuit d'ailleurs. Enfin, ouais, c'est clair. Tu sens l'hostilité tout autour d'eux et justement, elle serait vraiment perdue sans son guide. Il y a juste aussi une chose qui est intéressante, c'est que dans le film, donc c'est une espèce de polyphonie, hein, puisqu'on entend de l'anglais. Elle parle aussi du l'irlandais gaélique. Ouais, du gaélique. Ouais. Et ils utilisent, alors je l'ai noté parce que je ne saurais le dire, ils ont obtenu la permission d'employer la langue Palawakani. Alors en fait, c'est l'idiome de Tasmanie qui a été créé à partir des langues originelles, puisque les langues originelles n'existent plus. Puisque tout le monde a été tué quoi. Et avec l'effet de la colonisation a fait que plus personne n'était capable de parler encore les langues originelles. Et ça passe très bien à l'écran, c'est vraiment cool hein. Quand il commence à faire ses incantations, ses cérémonies ou même qu'il parle, ou qu'il raconte son histoire avec son nom Mangana, l'oiseau noir. L'oiseau noir. C'est vraiment cool et ça apporte aussi tout un petit côté, un petit relief comme ça au film Donc un conseil, le regarder en VO hein. Ah oui, voilà. Impératif. Oui. Sinon c'est pas la peine de le regarder. Oui. En règle générale, on conseille toujours de regarder les films en VO. Celui-ci particulièrement. Oui, il faut absolument le regarder en VO. Ouais. Ce conseil terminera notre émission. Yes. Merci les garçons d'avoir partagé votre avis avec les auditeurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle comme d'habitude que vous pourrez retrouver tous les épisodes du quart d'heure américain de la nuit américaine tous les lundis à partir de 18h sur les plateformes d'écoute. Je vous invite aussi pour les Apple Addicts à noter sur Apple Podcast cette émission. Ce programme. 5 étoiles, ça nous ferait plaisir. Et un petit commentaire, ça nous aidera à construire la notoriété de ce podcast, ce programme. Donc on vous remercie et en attendant de vous retrouver, on vous souhaite une belle semaine. À bientôt. À bientôt, bisous.